Nous sommes ici parce que tu es égoïste, ingrat et que tu déchires cette famille. C'est ce que ma mère a dit dans un micro au moment où je suis entrée dans sa nouvelle maison, le dimanche de Pâques 2025. 12 membres de la famille m'ont dévisagé avant même que je puisse m'asseoir. Pendant 45 minutes brutales, ils m'ont déchiré, me traitant d'égoïste pour avoir abandonné mon père mourant et fait passer ma carrière avant ma famille. Puis ma mère, qui s'était remariée 5 mois seulement après l'enterrement de mon père, m'a regardé dans les yeux et a murmuré, « Tu lui as brisé le cœur. Tu es morte pour cette famille. » Je suis restée assise en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a fini par se briser. J'ai alors prononcé 6 mots qui ont tout changé. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Ce qu'ils ont entendu ensuite a détruit 6 relations dans cette pièce en moins de 90 secondes. Avant de poursuivre. Prenez le temps d'aimer et de vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Indiquez votre lieu de résidence et l'heure locale dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Je m'appelle Brenda Harris. J'ai 36 ans. Le trajet entre mon appartement de Cleveland et la nouvelle maison de ma mère à Shaker Heights aurait dû être un avertissement. 25 minutes à travers des rues de banlieue bordées de pelouses parfaites et de voitures de luxe. Des rues où les gens ne crient pas. Des rues où les problèmes sont résolus à huis clos, avec des voix calmes et des documents légaux. J'avais grandi dans ces quartiers. Je connaissais les règles. Dimanche de Pâques, 20 avril 2025. Ma mère m'avait envoyé un texto 3 jours plus tôt. Discussion familiale importante. Dîner de Pâques chez nous? S'il vous plaît. Venez. Mon frère Connor m'a envoyé un texto le lendemain. Ne te défile pas, maman a vraiment besoin de toi. Puis ma sœur Tessa a appelé jeudi soir. Il est temps que nous parlions tous de papa. En famille. 3 jours. 3 personnes différentes. Même message. J'aurais dû m'en douter. Lorsque je me suis garée devant la maison, celle que ma mère partageait désormais avec Randall Morton, l'homme qu'elle avait épousé il y a 10 mois, alors que les vêtements de mon père pendaient encore dans les placards de Goodwill, j'ai compté 6 voitures dans l'allée. Ma mère conduisait une Lexus argentée. Randall avait une Cadillac noire. Les 4 autres appartenaient à des parents que je n'avais pas vus depuis l'enterrement de mon père. 14 mois plus tôt. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un public. J'ai remonté l'allée de Dalles sans rien emporter. Pas de panier de Pâques. Pas de fleurs. Pas de vin. Juste mon sac à main avec mon téléphone à l'intérieur. Et une sensation dans mon estomac comme de l'eau glacée se répandant dans mes veines. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Ma mère se tenait là, dans une robe lavande, les cheveux fraîchement coiffés, le maquillage parfait. On aurait dit qu'elle organisait un déjeuner de charité, pas une réunion de famille. Derrière elle, je pouvais voir le salon. Les meubles avaient été réarrangés. Chaque pièce du canapé sectionnel avait été poussée contre les murs. Au centre de la pièce trônaient 13 chaises disposées en cercle parfait. 12 sont occupées. 12 personnes étaient assises dans un silence total, les mains croisées, le visage tourné vers la chaise vide du milieu. Brenda, dit ma mère. Merci d'être venue. Nous t'attendions tous. La façon dont elle a dit tout cela m'a fait chavirer l'estomac. Je suis entrée. L'odeur du jambon en train de cuire dans le four émanait de la cuisine. Le même jambon glacé au miel que ma mère préparait à chaque Pâques depuis 30 ans. L'odeur était si familière qu'elle me faisait mal. Sur la table d'appoint trônait un centre de table de Pâques, des œufs pastels dans de la fausse herbe, un lapin en céramique, une petite croix en bois. L'horloge du grand-père dans le couloir fait un tic-tac régulier. Tout semblait normal, traditionnel, sûr, à l'exception du cercle de chaises. Je suis entrée dans le salon et j'ai commencé à compter les visages. Position 1. Ma mère, Judith Harris Morton, 68 ans, s'est remariée le 8 juin 2024, exactement 141 jours après l'enterrement de mon père. Elle était assise, la colonne vertébrale droite, les mains croisées sur les genoux, et me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Position 2. Randall Morton, 72 ans. Le nouveau mari de ma mère, un homme qui n'a jamais rencontré mon père mais qui, d'une manière ou d'une autre, se sent autorisé à faire des commentaires sur la dynamique familiale. Elle portait un blazer bleu marine et un pantalon kaki, une main posée sur l'épaule de ma mère comme s'il était à sa place. Troisième position. Connor Harris.
Mon frère aîné. 42, propriétaire de Connors Auto Service à Lakewood. Un atelier de réparation en difficulté qu'il avait ouvert en 2015 avec de l'argent qu'il m'avait emprunté et qu'il n'avait jamais remboursé. Il avait un dossier en papier sur ses genoux. Je pouvais voir le coin des pages dactylographiées qui dépassaient. Position 4. Félicia. La femme de Connor. 40 ans. Comptable. Elle ne m'a pas regardé. Position 5. Tessa. Ma sœur. 39, mère de 3 enfants qui ont fréquenté des écoles catholiques coûteuses. Elle tient un mouchoir en papier dans sa main droite, même si ses yeux sont secs. Position 6. Neil. Le mari de Tessa. 41, silencieux, bras croisés. Position 7. Tante Florence, la sœur de mon père. 70 ans. Elle avait l'habitude de me glisser des billets de $20 à Noël quand j'étais enfant. Aujourd'hui, elle est assise, les bras croisés, la bouche serrée en une fine ligne. Position 8. Oncle Stanley, le frère de mon père. 66 ans, avocat semi-retraité. Il a toujours été gentil avec moi. Maintenant. Il avait l'air de faire partie d'un jury. Position 9, Lance. Le fils de l'oncle Stanley, mon cousin, 38 ans. Il vérifiait son téléphone, il était à peine attentif. Position 10, tante Donna, la sœur de ma mère, 65 ans. Elle avait apporté un bulletin paroissial. Je le voyais dans son sac à main. Position 11, oncle Hugh, le frère de ma mère, 63 ans. Il ne m'a jamais aimé. C'était réciproque. Position 12, Simone, la cousine Simone, la fille de tante Donna, 34 ans. Elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle ne voulait pas être là mais ne savait pas comment partir. Position 13, vide. Une chaise de salle à manger, plus basse que toutes les autres. La chaise vacillait légèrement sur un pied inégal. Ma mère l'a montré du doigt. C'est la tienne, dit-elle. J'aurais pu partir, j'aurais dû, mais je voulais entendre ce qu'ils avaient préparé. Je voulais savoir exactement quel récit ils avaient construit. Quel mensonge ils avaient accepté. J'ai donc marché jusqu'au centre du cercle et je me suis assis sur cette chaise bancale. La minuterie du jambon a retenti dans la cuisine. Personne n'a bougé pour le vérifier. Connor a ouvert son dossier. Je vis 3 pages agrafées ensemble, un texte à simple interligne, certains passages surlignés. Il avait préparé un document. Il l'avait dactylographié, imprimé et apporté avec lui. J'ai fait une liste, a-t-il dit. Il a mis des lunettes de lecture, des montures coûteuses que je n'ai pas reconnues. Cela devrait prendre environ 45 minutes. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une conversation. Il s'agissait d'un procès. Et j'étais l'accusé. Connor a lu son document comme un procureur présentant des preuves. Décembre 2020, l'anniversaire de papa. Tu n'as même pas envoyé de carte. Je me suis souvenu de ce jour. Mon père était à Willowbrook Senior Living depuis 4 mois. Il ne savait plus quel mois on était et ne se souvenait plus de son propre anniversaire. J'avais passé 3 heures avec lui cet après-midi-là, jouant ses chansons préférées de Johnny Cash sur mon téléphone pendant qu'il regardait par la fenêtre. Mais Connor ne l'aurait jamais su. Connor était venu exactement 2 fois cette année. Elle leva les yeux de son journal. Comment expliques-tu cela, Brenda? Je n'ai pas répondu. Dans la voiture, j'ai décidé de m'asseoir et d'écouter. Les laisser jouer. Les laisser dire tout ce qu'ils avaient à dire. Parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas que je savais. Connor a continué à lire. Mais 2021 a manqué une réunion de famille sur les décisions de soins. Juillet 2021 n'a pas répondu quand maman a appelé 3 fois dans la même journée. Septembre 2021. Il a refusé de participer à une visite de l'établissement pour une meilleure option de placement. Novembre 2021, a refusé de contribuer aux frais de vacances. Chaque accusation était précise, datée, surlignée, il avait monté un dossier. Lorsque Connor eut terminé ses 3 pages, il se tourna vers Tessa. À toi de jouer. La prestation de Tessa était plus émotionnelle que l'approche juridique de Connor. Elle se tamponnait les yeux avec un mouchoir en papier, même si aucune larme ne coulait. Sa voix se fissurait aux bons endroits. Il t'a demandé Brenda, dit-elle. À l'hôpital. 3 jours avant sa mort.
Le 3 janvier. Il a prononcé ton nom et tu n'étais pas là. Vous étiez à Cleveland. J'étais à Cleveland, à l'hôpital où je travaille comme kinésithérapeute pour aider une jeune fille de 17 ans à réapprendre à marcher après un accident de voiture. Mais oui. Je travaillais parce que j'avais déjà utilisé toutes mes heures de congé pour m'asseoir auprès de mon père pendant ces derniers mois, parce que j'avais passé 41 mois à m'assurer que ses factures étaient payées. Ses médicaments étaient corrects. Ses soins étaient cohérents parce que j'étais la seule à avoir été là, mais Tessa n'a pas mentionné cette partie. Neil, le mari de Tessa, a ajouté à voix basse. Cela fait des mois qu'elle pleure à ce sujet. Tu lui as brisé le cœur. Ma mère est venue ensuite. Judith Harris Morton s'est levée. C'était un choix théâtral. Tous les autres étaient restés assis. Elle a marché jusqu'au centre du cercle, se plaçant juste derrière ma chaise, de sorte que j'ai dû me retourner pour voir son visage. Je ne sais pas où je me suis trompée avec toi, dit-elle. Sa voix contenait un mélange parfait de chagrin et de déception. Ton père et moi avons essayé de t'élever en valorisant la famille, en te faisant comprendre que le sang passe avant tout. Que lorsque quelqu'un que tu aimes souffre, tu te montres. Elle marqua une pause, laissant les mots en suspens. Ton père serait tellement déçu. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Non pas parce que je la croyais, mais parce qu'elle l'avait dit avec une telle conviction, comme si elle avait oublié la vérité, comme si elle avait réécrit l'histoire si profondément dans son esprit qu'elle croyait à cette version. Randall prit la parole pour la première fois. Sa voix était mesurée, calme, presque clinique. Parfois, l'amour est synonyme de sacrifice, dit-il. Ta mère le sait. Ton père le savait. Il est peut-être temps que tu l'apprennes aussi. Un homme qui n'avait jamais rencontré mon père, qui sortait avec ma mère alors que mon père était toujours en vie, qu'il souffrait toujours. Qu'il demandait toujours où était sa femme. Cet homme avait l'audace de me faire la leçon sur le sacrifice. Tante Florence s'est ensuite penchée en avant. Ton père était un homme tellement bon, dit-elle en secouant la tête. Il méritait mieux que cela. J'ai voulu lui demander ce qu'elle pensait exactement de tout cela, mais je suis restée silencieuse. L'oncle Stanley, l'avocat, a parlé avec une précision professionnelle. Nous avons tous parlé, Brenda. Nous avons comparé nos notes. Nous avons examiné la chronologie. Nous sommes d'accord. Tu dois faire ce qu'il faut. Faire ça bien. C'est une phrase intéressante. Je me suis demandé à quoi ressemblait cette expression pour eux. Des excuses? Une confession? De l'argent? Connor retourna à son dossier et en sortit un second document. Celui-ci n'était pas surligné. Il s'agissait d'une impression de ce qui ressemblait à une spéculation financière. Nous savons que vous gagnez bien votre vie en tant que kinésithérapeute, dit-il. Vous êtes propriétaire de votre appartement. Vous avez des économies. Quand papa a eu besoin d'aide, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous le permettre. C'est intéressant, non? Félicia, sa femme, se déplace sur son siège. Elle était comptable, elle connaissait les chiffres. Ce n'étaient pas des chiffres. Il s'agissait de suppositions et d'implications. Tessa est intervenue. Pendant ce temps, maman a dû contracter un prêt. Seule, Brenda. À son âge. Parce que tu n'as pas voulu l'aider. La pièce semblait plus petite. Plus chaude. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi. Ils me jugeaient. Attendant que je me défende. Que je m'effondre. Que je m'excuse. Que j'admette que j'étais ce qu'ils avaient décidé que j'étais. Ma mère est retournée à sa chaise et s'est assise. Elle m'a regardée avec une tristesse si parfaite. Nous ne demandons pas grand-chose, a-t-elle dit. Juste de l'honnêteté. Juste l'aveu que tu aurais pu faire plus. Que vous auriez dû être là. Est-ce trop demandé? La boîte de mouchoirs a été poussée vers moi sur le sol. Quelqu'un s'attendait à ce que je pleure. Randall a sorti son chéquier et l'a posé sur son genou, dans un geste symbolique. Écoutez, nous sommes des gens raisonnables. Nous sommes ici pour résoudre les problèmes. La salle est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait, 12 perdus attendant que je parle, que je me confesse, que je demande pardon. Ma mère s'est penchée en avant. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Je l'ai regardée, sa robe lavande et son maquillage parfait,
la nouvelle alliance qu'elle portait au doigt, 3 carats, un anneau de platine, une bague que mon père n'aurait jamais pu s'offrir avec sa pension de postier. J'ai regardé Connor avec ses accusations dactylographiées, Tessa avec ses yeux secs et son mouchoir humide, Randall avec son chéquier et son assurance, et je n'ai rien dit. Le silence s'est prolongé, inconfortable, pesant. Ma mère a réessayé. Brenda, nous avons besoin de t'entendre. Il faut que tu prennes tes responsabilités. J'ai fouillé dans mon sac à main, lentement, délibérément. Mes doigts se sont refermés sur mon téléphone. Un iPhone 11 avec un écran fissuré et une batterie qui tenait à peine la charge. Un téléphone que j'avais gardé même après la mise à jour parce qu'il contenait quelque chose que j'avais presque oublié. Quelque chose que j'avais découvert il y a 6 mois en fouillant dans de vieux dossiers. Je me suis levé de la chaise centrale bancale, un geste de puissance. Je n'étais plus assis en dessous d'eux, regardant vers le haut. Je me tenais à la hauteur des yeux du cercle. J'ai tenu le téléphone à hauteur de la poitrine et j'ai prononcé 6 mots qui ont tout changé. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Pour comprendre pourquoi ces 6 mots ont détruit ma famille. Vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut savoir ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé ce dimanche de Pâques, avant le cercle de chaises, avant que ma mère ne se remarie. Avant que mon père n'oublie mon nom. Tout a commencé en mars 2018. Mon père, Howard Harris, avait 65 ans. Il avait pris sa retraite du service postal 2 ans plus tôt, après avoir passé 38 ans à trier le courrier et à livrer des colis sous la pluie, la neige, la chaleur et pendant les vacances. Elle avait hâte de prendre sa retraite, de jouer au golf, de travailler le bois et de passer du temps avec ses petits-enfants. Au lieu de cela, il a commencé à oublier des choses. En février 2018, il a perdu sa voiture dans un parking, a passé 1 heure à arpenter les allées d'un Walmart avant d'appeler ma mère, paniquée, pour lui demander où il s'était garé. En mars, il a oublié le nom de ma nièce Olivia lors de la fête d'anniversaire de ses 14 ans. L'appelant Sweetie à la place parce qu'il ne se souvenait pas de quelle petite fille elle était. En avril 2018, ma mère l'a emmenée à la Cleveland Clinic. Le docteur Patricia Hoffman, neurologue, a effectué des tests, des évaluations de la mémoire, des imageries cérébrales, des analyses de sang. Le diagnostic est tombé la 2e semaine d'avril, stade précoce de la maladie d'Alzheimer. La réunion de famille a eu lieu dans l'ancienne maison de mes parents, sur Woodmere Avenue à Cleveland Heights, le 22 avril 2018, un dimanche après-midi. Ma mère était assise à la table de la cuisine et pleurait. Mon père était assis à côté d'elle, l'air confus et effrayé. Connor, Tessa et moi nous sommes rassemblés autour d'eux comme si nous étions à nouveau des enfants, attendant des instructions sur la façon de gérer cette nouvelle réalité. Le docteur Hoffman nous avait prescrit de l'aérosept et nous avait dit que la maladie progresserait, lentement d'abord, puis plus rapidement. Elle nous a dit que nous devions nous préparer aux soins nécessaires, aux documents juridiques, à la procuration, aux directives en matière de soins de santé. Finalement, nous devrons nous rendre dans un établissement de soins. Connor a pris la parole en premier. J'ai une entreprise à faire tourner, dit-il. L'entreprise d'entretien automobile de Connor venait d'ouvrir 3 ans plus tôt. 4 employés, des problèmes constants de trésorerie, la concurrence des chaînes de magasins. Vous comprenez. Je veux bien vous aider, mais je suis à bout de souffle. Tessa acquiesce. Les enfants sont à l'école. Le travail de Neil est exigeant. C'est compliqué. J'avais alors 7 ans, Mason en avait 4, Lily n'était pas encore née, ils m'ont tous deux regardé. Célibataire, sans enfant, kinésithérapeute avec un emploi du temps flexible, j'étais le choix évident. Je coordonnerai les soins, ai-je dit. Connor m'a prise dans ses bras. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. Les 2 premières années, c'était gérable. J'habitais à 20 minutes de la maison de mes parents. Tous les dimanches, j'y allais en voiture, je vérifiais le pilulier de mon père, un étui de 7 jours avec des compartiments pour le matin, le midi, le soir et l'heure du coucher. Je le remplissais chaque semaine, vérifiais que la nourriture ne se gâtait pas dans le réfrigérateur, m'assurais que papa n'avait pas laissé la cuisinière allumée et n'avait pas oublié de verrouiller les portes. Je l'ai emmené à tous ses rendez-vous médicaux, chez le neurologue tous les 3 mois, chez le médecin de premier recours toutes les 6 semaines. Cardiologue, podologue, dentiste. J'avais un calendrier réservé à son emploi du temps médical. Ma mère me remerciait, puis demandait immédiatement, quand Connor vient-il en visite? Il est tellement occupé.
Comme si je n'étais pas occupée. Comme mon travail. Ma vie. Mon temps ne comptait pas parce que je n'avais pas de mari et d'enfants. Connor me rendait visite pendant les vacances. Noël, Pâques. La fête des pères, si c'était possible. Tessa venait un peu plus souvent. Anniversaire, Thanksgiving, dimanche au hasard quand elle se sentait coupable. Mon père reconnaissait encore tout le monde au cours de ses premières années, mais les trous de mémoire s'élargissaient. Il oubliait les conversations que nous avions eues 1 heure plus tôt, posait les mêmes questions en boucle. Où est la télécommande? Ai-je pris mes pilules? Quel jour sommes-nous? C'est en décembre 2019 qu'il ne m'a pas reconnu pour la première fois. Je suis entrée dans la maison de mes parents un dimanche matin. Mon père était assis dans son fauteuil près de la fenêtre, observant les oiseaux à la mangeoire. J'ai dit « Bonjour, papa, comment te sens-tu » Il m'a regardé et m'a souri poliment. Il m'a regardé, m'a souri poliment et m'a dit « Je vais bien, merci. » Vous êtes la nouvelle infirmière? Ma mère était dans la cuisine. Elle l'a entendu, ne l'a pas corrigé, a juste dit « Howard, c'est Brenda, ta fille. » Il avait l'air confus. Oh, désolé, vous avez l'air différent. J'ai passé 2 heures avec lui ce jour-là. Il ne s'est jamais souvenu de qui j'étais. Quand je suis partie, ma mère m'a raccompagnée à la porte et m'a dit « Ne le prends pas personnellement, c'est la maladie. » Je suis restée assise dans ma voiture dans leur allée pendant 20 minutes avant de pouvoir rentrer chez moi. Puis le Covid a frappé, en mai 2020. Le monde s'est enfermé. Protocole d'isolement. Pas de visiteurs dans les hôpitaux. Pas de réunions. Des masques partout. Le déclin de mon père s'est accéléré. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont besoin de routine, d'interaction sociale, de stimulation mentale. Covid a supprimé tout cela. Mes parents se sont retrouvés seuls dans leur maison. Ma mère essayait de se débrouiller, mais elle avait 63 ans et était épuisée. Mon père errait, s'embrouillait et se mettait en colère lorsqu'elle essayait de le réorienter. Le 17 mai 2020, à 3 heures du matin, ma mère m'a appelé en sanglotant. Il est parti, je ne le trouve pas. J'ai cherché partout. J'ai conduit jusqu'à leur maison et j'ai appelé la police. Nous avons trouvé mon père 6 rues plus loin, en pyjama, debout au milieu de la rue, pleurant parce qu'il ne savait pas où il était. La police a été gentille. Ils l'ont ramené chez lui, n'ont pas fait de rapport, mais l'officier m'a prise à part et m'a dit « Madame, on ne peut pas le laisser seul. » Ce n'est pas sûr. Je le savais, ma mère le savait. Nous avions évité la conversation. Établissement de soins de la mémoire. J'ai recherché 8 établissements dans la région de Cleveland, j'ai visité chacun d'entre eux. J'ai vérifié les autorisations, j'ai lu des critiques et j'ai parlé aux familles. Willowbrook Senior Living à Beechwood était la meilleure option. Une aile sécurisée pour les soins de la mémoire, du personnel infirmier 24 heures sur 24, des activités, de la propreté, de la sécurité, un prix élevé de $8 500 par mois. Je me suis assise avec Connor, Tessa et ma mère à la table de la cuisine de mes parents en juillet 2020. J'ai étalé les brochures de Willowbrook et la ventilation des coûts. Les économies de papa ne s'élèvent plus qu'à $45 000, ai-je dit. Cela couvre environ 5 mois. Après cela, nous avons besoin d'un plan. Ma mère m'a regardé. Qu'est-ce que tu suggères? Nous partageons les frais en 3 parties. Connor, Tessa, moi, $2800 par mois chacun. Connor a immédiatement acquiescé. Tessa a acquiescé. Ma mère a acquiescé. On va partager, a dit Connor. 3 fois plus. De manière égale, nous sommes une famille. J'aurais dû le mettre par écrit. Mais Connor a dit, nous n'avons pas besoin d'avocat. On est une famille. Et je l'ai cru. En août 2020, mon père a emménagé à Willowbrook, dans la chambre 314 de l'aile des soins de mémoire, une chambre privée avec une fenêtre donnant sur un petit jardin. J'ai apporté des photos, sa casquette de baseball préférée des Cardinals, un édredon que ma grand-mère avait confectionné. J'ai essayé de faire en sorte qu'il se sente chez lui. Et la facture du premier mois est arrivée le 1er septembre, $8500. Je l'ai payé. J'ai attendu que Connor et Tessa envoient leur part, $2800 chacun. Le 15 septembre. Rien. 20 septembre. J'ai envoyé un SMS à Connor.
Quand est-ce que tu envoies ta part de la facture de papa? Sa réponse, les choses sont serrées en ce moment. Le mois prochain, c'est sûr. J'ai envoyé un SMS à Tessa. Même question. Sa réponse. J'essaierai d'envoyer quelque chose bientôt. Le mois d'octobre est arrivé. J'ai de nouveau payé la totalité des $8,500. J'ai envoyé un SMS à Connor, tu as besoin de ta part? Le mois prochain. Novembre, décembre, janvier. Le même schéma. J'envoyais un SMS. Il promettait. Je payais point en février 2021, j'ai organisé une réunion de famille avec Connor et Tessa. Ma mère était là aussi. J'ai payé pour 6 mois, ai-je dit. Vous avez tous les deux payé 0. Cela fait $51,000. Connor s'est adossé à sa chaise. Les affaires ont été brutales. Problème de chaîne d'approvisionnement? Pénurie de main-d'œuvre? J'arrive à peine à garder la lumière allumée. Tessa fait tourner son alliance. Les heures de travail de Neil ont été réduites et les frais de scolarité dans les écoles privées nous tuent. Nous essayons, Brenda. Vraiment. Combien de temps encore? Demandai-je. Bientôt, dit Connor. Je te le promets. Bientôt. Elle a détourné le regard. Au 12e mois? J'ai cessé de demander. Au 24e mois, j'ai cessé d'attendre. Au mois 41, j'ai compris. Ils n'avaient jamais eu l'intention de payer. Ils avaient juste besoin que quelqu'un accepte le plan pour pouvoir s'en aller sans culpabilité. Je rendais visite à mon père tous les samedis, 2 heures aller-retour entre Cleveland et Beechwood. Je m'asseyais avec lui dans sa chambre ou dans la salle commune, je lui faisais la lecture même s'il ne comprenait plus les mots, je lui faisais écouter Johnny Cash et les Beatles, je lui apportais de la glace, je lui tenais la main. Les infirmières de Willowbrook me connaissaient par mon nom. Votre fille est là, Howard, disait-elle quand j'arrivais, même s'il ne pouvait pas répondre. Il ne parlait plus en 2022 et restait assis dans son fauteuil roulant. Le regard perdu dans le vide. Le registre des visiteurs raconte l'histoire mieux que je ne pourrais le faire. 2023, 48 visites enregistrées sous mon nom. Le nom de Connor est apparu 2 fois. Une fois pour la fête des pères, le 18 juin. Une fois à Noël, le 25 décembre. Le nom de Tessa est apparu 3 fois. Pâques. L'anniversaire d'Howard en août. Thanksgiving. Ma mère me rendait visite chaque semaine, mais toujours pendant mes heures de travail. J'ai commencé à penser que c'était intentionnel. Comme si elle ne voulait pas que je la voie. Elle ne voulait pas risquer une conversation sur l'argent, les soins ou les personnes qui se présentaient. 6 janvier 2024. Mars 2018 heures du matin. Mon téléphone a sonné. Willowbrook. Madame Harris, vous devriez venir maintenant. J'ai conduit dans des rues vides. Le compteur de vitesse poussait à 80. Je suis arrivé à l'établissement à 4h05. Ils m'ont amené dans sa chambre. Mon père était mourant. Sa respiration était superficielle? Irrégulière. L'infirmière m'a dit que cela pouvait durer des heures ou des minutes. Et elle n'y avait aucun moyen de le savoir. Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit et j'ai pris sa main. Sa peau était fine comme du papier, froide. Je lui ai dit que je l'aimais, qu'il était un bon père, que j'étais désolée qu'il doive traverser cette épreuve. Je regrettais de ne pas avoir pu arranger les choses. Elle est mort à 4h52 le 6 janvier 2024. Je lui tenais la main. J'ai appelé ma mère à 5h10. Maman, papa est parti. Sa voix était plate, fatiguée. Je vais appeler Connor et Tessa. Connor est arrivé à 11h30 ce matin. Elle habitait à 40 minutes de là. Il lui a fallu plus de 6 heures. Tessa est arrivée à 14h15, à 35 minutes de route, soit près de 9h. Ils ont tous deux pleuré, serré ma mère dans leurs bras, dit à quel point il leur manquerait, à quel point c'était soudain. Même si nous savions depuis des années que cela allait arriver. Connor m'a regardé à travers l'épaule de ma mère. Comment tu tiens le coup? Comme si nous étions des étrangers. Comme si je n'avais pas payé $156,000 pour assurer le confort et la sécurité de notre père pendant que Connor lui rendait visite 2 fois par an. Les funérailles ont eu lieu le 18 janvier à l'église catholique Saint-Christopher à Shaker Heights. 85 personnes y ont assisté.
Mon père était apprécié, fiable, gentil, un facteur qui connaissait le nom de chaque personne sur sa route. Connor et Tessa étaient assis au premier rang avec ma mère. Il n'y avait pas de place pour moi, je me suis assise au deuxième rang avec tante Florence et oncle Stanley. Connor a prononcé l'éloge funèbre, il a parlé des fortes valeurs familiales de papa et de son dévouement pour les gens qu'il aimait, il a dit à quel point papa était fier de ses enfants. Je me suis demandé si quelqu'un dans cette église connaissait la vérité. À savoir que Connor m'avait emprunté $28 000 en 2019 et 2020 pour son entreprise en faillite et qu'il ne les avait jamais remboursés. Que Tessa avait emprunté $19 000 pour les frais de scolarité, les camps d'été et les urgences de ses enfants et qu'elle n'avait jamais remboursé un centime. Que pendant 41 mois, j'ai payé seul les soins de notre père alors qu'il disait à tout le monde qu'il l'aidait. Lors de la réception au restaurant Guarino, les gens ont serré Connor dans leurs bras, lui disant à quel point ils étaient désolés, à quel point il était fort. Et ma sœur a reçu des témoignages de sympathie et des ragoûts. Je me tenais dans un coin avec une assiette de lasagnes intactes et je les regardais accepter les condoléances comme s'ils avaient été là. L'oncle Hugh tendit une enveloppe à Connor. Pour la famille, a-t-il dit, pour aider aux dépenses. Connor la prit et hocha la tête solennellement. Il n'a pas mentionné que la seule personne à avoir des dépenses. C'était moi. Après les funérailles, ma mère m'a prise à part. Nous devons parler des finances de ton père. Bientôt. D'accord, quand? Je te le dirai. Elle ne l'a jamais fait. Février passa. Mars. J'ai essayé de contacter ma mère pour des questions de succession. Les dernières factures d'Howard continuaient d'arriver. Le dernier mois à Willowbrook. Carte de crédit. Les frais médicaux. J'ai envoyé un SMS à ma mère. Pas de réponse. J'ai envoyé un message à Connor. Maman s'en occupe. J'ai envoyé un message à Tessa. Parle à Connor. Non réponse circulaire. Pendant ce temps, je continuais à payer les factures, à faire suivre les relevés à mon appartement parce que personne d'autre ne voulait s'en occuper. Le groupe de discussion familiale, Connor, Tessa et ma mère, est soudain devenu silencieux. J'envoyais des messages. Pouvons-nous nous réunir pour examiner les papiers de papa? Les accusés de lecture montraient qu'ils les avaient tous vus. Personne ne répondait. 15 mars 2024. J'ai vu un message sur Facebook. Ma mère, souriant au restaurant avec Randall Morton. La légende, reconnaissante pour les nouveaux départs. Des commentaires de Connor et Tessa. Des émojis en forme de cœur. Je suis si heureuse pour toi, maman. J'ai fait défiler son profil. Randall apparaissait sur des photos datant de juin 2023. 7 mois avant la mort de mon père. Noël 2023. Randall était chez Connor. Le bras autour des épaules de ma mère. Légende de Connor. Noël en famille. Je n'avais pas été invité. Juillet 2023. Un barbecue chez Tessa. Randall à l'arrière-plan en train de retourner des hamburgers. Mon père était toujours en vie. Toujours à Willowbrook, toujours en train de réclamer sa femme dans ses moments de lucidité. Et elle participait à des barbecues dans l'arrière-cour avec son petit ami. Le 12 avril 2024. Le statut Facebook de ma mère a changé. Fiancée à Randall Morton. Le 12 avril, 96 jours après les funérailles de mon père. J'ai fait des recherches. Randall Morton, 72 ans. Vendeur d'assurance à la retraite. Divorcé en 2019. 2 enfants adultes. Vivaient dans une belle maison à Pepper Pike. Retraite confortable. Argent. Le 8 juin 2024. J'ai appris que ma mère s'était mariée de la même manière que j'avais appris ses fiançailles. Facebook. Photo de mariage. Ma mère dans une robe lavande. Randall en costume gris. Connor l'accompagnant dans l'allée. Tessa comme demoiselle d'honneur, les enfants de Connor jetant des pétales de fleurs, la famille élargie que je n'avais pas vue depuis des mois, tous habillés, tous souriants, 25 invités, cérémonie dans l'arrière-cour de la maison de Randall, photographe professionnel, tante blanche. Gâteau à 3 étages avec des roses blanches. Je n'ai pas été invité, pas de coup de fil, pas de texto. Aucune explication. Juste des photos sur Facebook avec l'inscription Best Day Ever, le meilleur jour de ma vie. Le 10 juin, j'ai reçu un message de ma mère. Randall et moi aimerions prendre un nouveau départ.
J'espère que tu seras heureuse pour moi. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Juillet 2024, j'ai reçu un avis par la poste. La succession de mon père était en cours d'homologation. Affaire numéro 2, 024 ES 05633, tribunal des successions du comté de Cuyahoga. On ne m'avait pas dit que l'affaire avait été déposée. L'avocat mentionné était Gerald Richardson de Richardson & Associates à Shaker Heights. J'ai appelé son bureau. J'appelle au sujet de la succession d'Howard Harris, dis-je. Oui. Que puis-je faire pour vous? Je suis sa fille. Je n'ai pas été informé que la succession avait été enregistrée. Une pause. Madame Morton s'est occupée de l'enregistrement. Elle est l'exécuteur testamentaire. Madame Morton. Elle avait légalement changé de nom, effacé le nom de famille de mon père avant même que sa succession ne soit réglée. Pouvez-vous m'envoyer la liste des biens? Il l'a fait. Je l'ai reçu par courriel 2 jours plus tard. Les actifs de la succession étaient listés comme suit: maison sur Woodmere Avenue, vendue en mai 2024, $0 à la succession, compte bancaire, $1250 restant, assurance vie, $0 listé, biens personnels. Distribué. J'ai regardé fixement le document. Quelque chose ne va pas. La maison avait été vendue pour $0. Mes parents possédaient cette maison depuis 1986. Elle valait au moins $280 000. Peut-être plus. Une assurance vie. Mon père avait souscrit une assurance vie auprès de la Poste. J'ai vu les papiers en 2018 quand nous avons organisé ces documents. Groupe des employés fédéraux, assurance vie, FEGLI. Une police importante. J'ai rappelé l'avocat. Où est l'assurance vie? Madame Morton a indiqué qu'il n'y avait pas d'assurance vie. Ce n'est pas vrai. Il avait une assurance FEGLI par l'intermédiaire du SPS. Une autre pause. Il faut voir ça avec Madame Morton. J'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un SMS. Pas de réponse. J'ai contacté directement l'USPS, le service des prestations. Ils m'ont confirmé qu'Howard Harris avait une assurance vie, une couverture de base plus une option. Pour un montant total de $380 000. Qui était le bénéficiaire? Ai-je demandé. Judith Harris, désignée par son conjoint, couverture standard. Quand le versement a-t-il été effectué? Le 12 février 2024, 37 jours après la mort de mon père. Sur quel compte a-t-il été versé? Elle m'a donné le nom d'une banque et les 4 derniers chiffres du numéro de compte. 8829. Je l'ai recoupé avec d'anciens relevés bancaires que j'avais pour avoir aidé mes parents à régler des factures en 2018 et 2019. Le compte courant de ma mère se terminait par 3412. L'épargne commune de mes parents se terminait par 7890. Le compte 8829 était nouveau. J'ai appelé la Huntington Bank. Je me renseigne sur un compte se terminant par 8829. C'est un compte joint, m'a dit le représentant. Judith Harris et Randall Morton l'ont ouvert en janvier 2024. Janvier 2024. Le même mois que la mort de mon père. Ma mère avait ouvert un compte bancaire joint avec son petit ami le même mois où son mari mourait. Elle a ensuite fait déposer $380 000 de l'assurance vie de mon père directement sur ce compte. J'ai commencé à rechercher des documents publics, des documents de propriété du comté, tout ce que je pouvais trouver en ligne. Woodmere Avenue House, propriété de Howard et Judith Harris, copropriété, depuis 1986, valeur estimée à $285 000, mais il y a eu un transfert d'acte. 18 décembre 2023. L'acte est passé de Howard et Judith Harris, copropriétaire, à Judith Harris, propriétaire unique. Notarié le 18 décembre 2023, à 11h15. Signature du témoin. Connor Harris. Mon père ne se souvenait plus de son propre nom en décembre 2023. Il ne pouvait pas signer de documents légaux. Il ne pouvait consentir à rien. D'une manière ou d'une autre, sa signature est apparue sur un transfert d'acte. Et mon frère en a été le témoin. En mai 2024, la maison a été vendue pour un prix d'achat de $285 000.
après les frais de clôture et les honoraires de l'agent immobilier, le produit net de la vente s'élevait à 276 800 $. J'ai fait des recherches sur la loi de l'Ohio concernant les transferts de titres pour les personnes incompétentes, les abus financiers, les accusations criminelles potentielles et la responsabilité civile. Puis j'ai trouvé autre chose, une demande Medicaid, déposée le 20 novembre 2023 par Judith Harris au nom d'Howard Harris. Medicaid a une période de recul de 5 ans. Tout transfert d'actifs au cours des 5 années précédant la demande est examiné de près. Le transfert de l'acte de propriété en décembre, alors que la demande de Medicaid avait été déposée en novembre, était un signal d'alarme. Cacher une police d'assurance vie de 380 000 $ tout en prétendant être pauvre? C'était de la fraude. Et la demande a été refusée le 15 décembre 2023. En raison d'un excès d'actifs. Mais un avis d'enquête de l'unité de contrôle des fraudes Medicaid de l'Ohio concernant d'éventuelles fausses déclarations était joint à la demande. J'étais assis à la table de ma salle à manger avec des documents éparpillés, relevés bancaires, registre de propriété, dossier d'homologation et demande de prestations Medicaid. Ma mère, mon frère et ma sœur avaient systématiquement volé mon père. Ils m'ont laissé payer 156 000 $ pour ses soins pendant qu'il se préparait à hériter de tout. Ils avaient transféré sa maison alors qu'il était inapte, demandé frauduleusement à bénéficier de Medicaid, caché des assurances vie et s'était marié rapidement pour protéger les actifs avec un nouveau conjoint. J'avais des preuves, mais j'avais besoin de plus. Je me suis souvenu de Pâques 2022, il y a 3 ans. J'étais allé dîner dans l'ancienne maison de mes parents. Mon père était encore à Willowbrook à l'époque. Mais ma mère avait insisté pour le ramener à la maison pour la journée. C'est important pour la famille, avait-elle dit. Lorsque j'ai refusé, elle a répondu, Connor le fera. Tu en as assez fait. Reste et détends-toi. Je suis allé dans la chambre de mes parents pour prendre mon chargeur de téléphone. J'avais branché mon téléphone plus tôt parce que la batterie était en train de mourir. Quand je l'ai pris, j'ai remarqué que l'application de mémo vocal était toujours active. Je l'utilisais parfois pour prendre des notes au travail et j'avais oublié de l'éteindre. J'ai pris le téléphone et j'ai quitté la maison pour retourner à Cleveland. 3 ans plus tard, en novembre 2024, je fouillais dans mon ancien téléphone, l'iPhone 11 que j'avais remplacé par un modèle plus récent en 2023. Mais que j'avais gardé dans un tiroir. Je cherchais de vieilles photos quand j'ai vu le dossier des mémos vocaux. 17 avril 2022. 58 minutes. Étiqueté enregistrement sans titre 47. J'ai failli l'effacer sans l'écouter, mais quelque chose m'a poussé à cliquer sur play. 12 minutes de bruit ambiant, moi dans la voiture, moi à l'épicerie. Le silence. Puis, à la minute 13, j'ai entendu la voix de ma mère. L'assurance vie s'élève à 380 000 $. Nous ne le dirons pas à Brenda. Je suis resté figé. Écoutez l'enregistrement en entier. 46 minutes de ma famille planifiant l'exploitation financière de mon père. Je l'ai écouté 17 fois au cours du mois suivant, j'ai transcrit chaque mot, j'ai pris des notes, j'ai fait des recoupements avec la chronologie de ce qui s'était réellement passé. Tout ce dont ils avaient parlé dans cet enregistrement s'est avéré vrai. Le compte commun avec Randall, la vente de la maison, l'assurance vie, la tentative de fraude à Medicaid. Le calendrier. Même le mariage s'est déroulé exactement comme prévu. Quelques mois. Peut-être moins, avait dit ma mère. Elle a épousé Randall en moins de 5 mois. Ce n'était pas de la spéculation. C'était un plan. Et je l'avais enregistré. Décembre 2024, j'ai reçu un message de ma mère. Dîner de Pâques en famille chez nous. Nous aimerions que tu viennes. Il est temps de guérir. J'ai regardé le message. Il n'avait aucune idée de ce que je savais. Je me suis préparé avec soin. Le 20 janvier 2025, j'ai consulté un avocat. Pas pour la succession. Je savais que c'était une cause perdue, mais pour la protection. Si j'ai des preuves de maltraitance financière des personnes âgées et de fraude à Medicaid, quelles sont mes options? L'avocate, une femme nommée Catherine Reeves, a écouté l'enregistrement. Elle a lu ma documentation. Elle a pris des notes. C'est grave, a-t-elle déclaré. La fraude à Medicaid est un délit fédéral. Le transfert d'actes pourrait constituer une maltraitance à l'égard des personnes âgées. L'implication de votre frère en tant que témoin pourrait constituer une association de malfaiteurs. Qu'est-ce que j'en fais? Cela dépend de ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux?
La justice, la vengeance, récupérer mon argent, des excuses. Je veux qu'ils sachent que je sais, ai-je dit. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne s'en sont pas tirés comme ça. Alors documentez tout. Sauvegardez l'enregistrement à plusieurs endroits. Stockage dans le nuage. Des copies physiques. Puis décider quand et comment le révéler. J'ai passé 2 mois à me préparer. J'ai téléchargé l'enregistrement sur 3 comptes cloud différents. J'ai fait une sauvegarde physique sur une clé USB que j'ai conservée dans un coffre-fort. J'ai créé un calendrier détaillé avec des documents justificatifs, des virements bancaires, des factures de l'établissement, des registres de visiteurs, des dossiers de propriété, des demandes de Medicaid. Lorsque ma mère m'a invité à Pâques, j'ai accepté immédiatement, le 25 mars 2025. Son message: je suis si contente que tu viennes. Nous sommes tous impatients de te voir. Je parie qu'il l'était. J'ai mis l'enregistrement en file d'attente sur mon téléphone, je l'ai lancé exactement au bon moment, la section qui contenait toutes les citations cruciales, la planification financière, le refus de remboursement, la discussion sur la fraude à Medicaid, la cruauté sur le fait que je n'avais pas de vie. Le 19 avril, la veille de Pâques, j'ai eu une dernière conversation avec mon thérapeute. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? M'a demandé le docteur Rachel Sullivan. Oui. Que pensez-vous qu'il va se passer? Ils vont paniquer. Ils essaieront de contrôler le récit. Ils me menaceront. Et vous êtes préparé à cela? Je m'y prépare depuis 6 ans, 20 avril 2025. Dimanche de Pâques. J'ai mis une simple robe marine. Pas de bijoux, sauf ma montre. J'ai mis mes cheveux en arrière. Maquillage minimal. Je voulais avoir l'air calme, maîtrisé, sans affectation. J'ai conduit jusqu'à Shaker Heights, je me suis garé dans l'allée à côté des 6 autres voitures, j'ai remonté le chemin pavé et je suis tombé dans l'embuscade à laquelle je m'attendais. Après 45 minutes d'accusation, après la représentation théâtrale de ma mère sur la déception de mon père, après la liste dactylographiée de Connor et les larmes sèches de Tessa, et la conférence condescendante de Randall sur le sacrifice, ma mère a demandé une dernière fois: as-tu quelque chose à... J'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone, je me suis levé de la chaise centrale bancale et j'ai dit: laissez-moi vous jouer quelque chose. J'ai appuyé sur play. Pendant les 15 premières secondes, il y a eu de la confusion. Des bruits de cuisine, le tic-tac d'une horloge, le ronronnement d'un réfrigérateur, puis la voix de ma mère, claire et sans équivoque. L'assurance vie s'élève à 380 000 $. Je suis la bénéficiaire. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur. Et la voix de Connor a suivi. Et la maison? Judith. 285 $. Il en restera 270 après la clôture. Connor laissa tomber son dossier. Les papiers s'éparpillèrent sur le SOL. Et la voix de Randall. Avez-vous pensé aux implications fiscales? La main de Randall s'est détachée de l'épaule de ma mère. Judith sur l'enregistrement. Randall m'a aidé à comprendre la situation financière. C'était à Pâques 2022. 3 ans avant que Randall n'entre soi-disant dans le tableau en tant qu'ami occasionnel, l'enregistrement prouvait qu'il avait été impliqué dans les finances de la famille bien avant la mort de mon père. Lila s'est penchée. Que as-tu fait? Chuchota TL. Connor s'est levé. Son visage était devenu blanc. Éteins-le. Je ne l'ai pas éteint. Connor sur l'enregistrement. Elle a payé plus de 100 000? Randall. Les coûts de l'installation sortent de sa poche, pas de la succession. Préserver les actifs? Judith. Si nous payons maintenant, c'est de l'argent que nous ne pourrons pas récupérer. Si nous attendons, l'argent est à moi. La bouche de Florence s'est ouverte. Elle regarde ma mère. Tu savais. Tu savais qu'elle payait? L'oncle Stanley, l'avocat, a immédiatement reconnu les implications juridiques. Éteignez-le, a-t-il dit sèchement. Mais l'enregistrement a continué à jouer. Et la voix de Judith. J'ai demandé à bénéficier de Medicaid le mois dernier, La voix de Tessa. Mais vous venez de dire que vous avez de l'argent de l'assurance à venir. Judith. Medicaid ne le sait pas encore. L'assurance me paie directement. La maison sera vendue avant le décès de papa. Tessa sur l'enregistrement.
Maman. C'est de la fraude. Judith. C'est de la planification. Connor a pris sa veste sur le dossier de sa chaise. Il ne regarda personne et se dirigea vers la porte. Félicia le suivit en courant. Connor, attends. L'enregistrement continua, la voix de Randall suggérant de créer une trace écrite de faux reçus, ma mère approuvant, Connor parlant de la façon dont j'essaierais de les culpabiliser pour de l'argent, ma mère disant que mon père voudrait qu'ils aient l'héritage, pas moi, la famille qui est restée point et la voix de Tessa. Brenda vient nous voir chaque semaine, la voix de Judith, parce qu'elle n'a rien d'autre, pas de mari, pas d'enfant, pas de vie. S'occuper de ton père lui donne un but. Tessa s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Neil l'a tiré vers la porte-point et la voix de Connor sur l'enregistrement. Il est déjà parti. Nous attendons juste les papiers. L'oncle Stanley s'est levé. Bon sang, Judith. Les cousines Lance et Simone prirent leurs affaires et sortirent en courant. Tante Donna les suit, le visage déformé par le dégoût. L'oncle Hugh est parti sans un mot. 90 secondes après avoir appuyé sur Play, il ne restait plus que moi, tante Florence, oncle Stanley, ma mère et Randall dans la pièce. Ma mère était figée sur sa chaise, le regard perdu dans le vide. Randall calculait déjà. J.E. pouvait le voir dans ses yeux. Exposition légale, contrôle des dégâts. Tante Florence m'a regardé. Tu as tout payé? J'ai acquiescé. Les 41 mois? Oui. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir su. Howard serait si fier de toi. L'oncle Stanley est resté assis. As-tu un avocat, Brenda? Oui. C'est bien. Tu vas en avoir besoin. Il a regardé ma mère. Et vous aussi. J'ai appuyé sur la touche stop de l'enregistrement. Le silence dans la pièce était absolu. Et ma mère a enfin parlé. Sa voix était petite. Vaincue. Cet enregistrement est illégal. L'Ohio est un État à consentement unique, ai-je dit calmement. Et même si ce n'était pas le cas, je n'ai pas l'intention de l'utiliser au tribunal. Alors que comptez-vous en faire? Cela dépend de vous. Randall se penche en avant. Que voulez-vous? Je veux qu'on me laisse tranquille, définitivement. Plus de textos. Plus d'appels. Plus d'interventions, plus de réunions de famille. Plus de tentatives de me faire passer pour le méchant. Tu vas à ta guise. Je vais de mon côté. Nous en avons terminé. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai failli rire. Ce n'est pas moi qui ai déchiré cette famille, maman. C'est vous qui l'avez fait. Toi, Connor et Tessa. Vous l'avez fait quand vous avez décidé de me laisser tout payer alors que vous aviez prévu de tout prendre. Tu l'as fait quand tu as épousé Randall 5 mois après avoir enterré papa. Vous l'avez fait quand vous avez organisé cette petite performance aujourd'hui en pensant que je craquerais et que je m'excuserais de ne pas être la fille que vous vouliez que je sois. J'ai pris mon sac à main. Mais je n'ai pas craqué. Et je ne m'excuserai pas. J'en ai fini. Tante Florence est sortie avec moi. L'oncle Stanley l'a suivie. Dans l'allée, Florence m'a serré dans ses bras. Reste forte. Chérie. Tu as fait ce qu'il fallait. Stanley m'a tendu sa carte de visite. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un conseil juridique, d'une déclaration de témoin, de quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis rentrée chez moi. Il était 15h47. Mon téléphone a commencé à sonner à 16h35. Connor. Je n'ai pas répondu. La boîte vocale. Brenda, s'il te plaît. Cet enregistrement. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas. Vous ne comprenez pas le contexte. Le contexte? Bien sûr, 17:12 p.m. Message de Tessa. Comment as-tu pu? Tu nous as piégés. Je les ai piégés. C'était riche. 17h45. Ma mère a appelé, j'ai répondu. Le seul appel auquel j'ai répondu de toute la journée. Cet enregistrement est illégal, a-t-elle dit. Nous avons établi qu'il ne l'était pas. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Je peux en faire ce que je veux.
Mais voici mon offre. Si vous me laissez tranquille, je garderai l'enregistrement privé. Vous me recontactez. Je l'envoie à tout le monde. Tante Florence. Oncle Stanley, toute la liste d'emails de l'église. Vos nouveaux voisins. Les enfants de Randall. Tout le monde. Un long silence. Tu ne le ferais pas. Essayez-moi. J'ai raccroché. Les appels ont continué à arriver. À 23 heures, j'avais 63 appels manqués. Connor, 23 ans. Tessa, 15 ans. Judith, 12. Randall, 4. Félicia, 3. Neil, 1. J'ai répondu à 0. Le dernier message vocal de Connor de la nuit, à 23h17. Tu vas détruire cette famille. Maman pourrait aller en prison, je pourrais perdre mon entreprise. Tout ça parce que tu n'as pas pu oublier le passé. Tu es une putain d'égoïste, Brenda. Papa aurait honte. Je l'ai effacée avant qu'elle ne finisse de jouer. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je suis allée me coucher. Pour la première fois en 6 ans, j'ai dormi profondément. Les retombées n'ont pas été immédiates. L'effondrement s'est fait au ralenti. En l'espace d'une semaine, le groupe de discussion de la famille élargie a explosé. Tante Florence a posté. Il faut que tout le monde sache ce que j'ai entendu à Pâques. Judith, Connor et Tessa doivent s'expliquer, à nous tous. L'oncle Stanley a ajouté, la succession d'Howard doit être réexaminée. Il y a de sérieuses questions sur la répartition des biens. Les cousins ont commencé à poser des questions. Quel enregistrement? Que s'est-il passé? Pourquoi personne ne parlait? Connor a quitté le groupe de discussion. Puis ma mère. Puis Tessa. Mais le mal était fait. La famille savait que quelque chose n'allait pas. Félicia, la femme de Connor, m'a appelé le 28 avril. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. Brenda. C'est Félicia. Je ne savais pas. Rien de tout cela. Connor m'a dit que les coûts de l'établissement étaient partagés en 3 points et elle a dit que vous refusiez de l'aider et que c'était pour ça qu'il était stressé par l'argent. Je l'ai cru. Je suis vraiment désolée. Je parle à un avocat de mes options. Je pense que nous allons nous séparer. Connor et Félicia se sont séparés en mai. Elle a demandé le divorce en juin. Dans sa demande, elle a invoqué la malhonnêteté financière et de fausses déclarations sur la situation familiale. Tessa a essayé de s'excuser. Plusieurs textos. Je suis désolée. Pour tout ça. Peut-on parler s'il vous plaît? Je n'ai pas répondu. Elle a réessayé. Je ne savais pas pour la fraude à Medicaid. C'était maman et Connor. C'est juste que, j'avais tellement besoin d'argent. L'école privée est si chère. Le travail de Neil. On a du mal à s'en sortir. Je pensais que ça irait. Tu n'as pas d'enfant. Tu gagnes bien ta vie. Je pensais que tu pourrais y faire face. Toujours pas de réponse. 3e tentative. S'il te plaît, Brenda, tu es ma sœur. Nous avons grandi ensemble. On ne peut pas arranger ça? Finalement, j'ai répondu, tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Elle n'a plus envoyé de texto. Ma mère a tenté une autre approche. Le 20 juin 2025, elle a envoyé un courriel rédigé par un avocat, des excuses, une offre. Chère Brenda. J'ai eu le temps de réfléchir aux événements de Pâques et aux années qui les ont précédés. Je reconnais avoir pris des décisions qui t'ont blessé. Je suis prêt à vous offrir un remboursement de $52 000 pour les frais de soins que vous avez encourus. Cela représente un tiers de vos dépenses totales, ce qui me semble équitable, compte tenu de l'arrangement familial dont nous avons discuté. Un tiers. $52 000 sur les $156 000 que j'ai payés. Entre-temps, elle avait reçu $380 000 d'assurance vie et $276 000 de la vente de la maison, soit $656 000 au total. Je lui ai répondu, vous ne pouvez pas racheter 6 ans. Gardez votre argent. J'ai gardé mon intégrité. L'enquête sur la fraude à Medicaid s'est poursuivie. Je n'ai pas signalé l'enregistrement aux autorités.
Je n'avais pas à le faire. L'enquête était déjà ouverte depuis la demande initiale refusée, mais j'ai fourni des copies de mes documents à l'oncle Stanley, qui connaissait quelqu'un à l'unité de contrôle des fraudes Medicaid de l'Ohio. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Mais en août 2025, ma mère a reçu une lettre, une enquête formelle sur sa demande Medicaid, une demande de documents financiers, de relevés bancaires, de dossiers de propriété, de paiement d'assurance vie. Elle a engagé un avocat, Gerald Richardson, le même qui s'était occupé de la succession. Ses honoraires s'élèvent à $18 000. Le transfert d'actes de décembre 2023 a attiré l'attention de tante Florence, car la sœur de mon père avait qualité pour le contester. Elle a engagé un avocat spécialisé dans le droit des personnes âgées et a déposé une requête auprès du tribunal des successions. Le transfert a eu lieu alors qu'Howard était incompétent. Il devrait être annulé. L'affaire est toujours en cours. L'entreprise Connors Auto Service a connu des difficultés. La nouvelle s'est répandue. Petite communauté. Tout le monde parle. Avez-vous entendu parler de Connor Harris? Sa femme l'a quitté. Quelque chose à propos du vol de son père mourant. Les clients ont commencé à aller ailleurs. En septembre 2025, Connor a licencié 2 de ses 4 employés. En octobre, il a fermé la boutique. Il a déposé le bilan en novembre. Le mariage de Tessa et Neil a survécu, de justesse. Mais ils ont dû retirer leurs 3 enfants de l'école catholique Saint-Ignace. Les frais de scolarité s'élevaient à $37 500 par an pour 3 enfants. Sans l'aide de ma mère, qui dépense maintenant tout son argent en frais de justice, il ne pouvait pas se le permettre. Olivia, Mason et Lily sont allés à l'école publique. De bonnes écoles. De bonnes écoles. Mais dans le cercle social de Tessa, c'était une marque d'échec. Le mariage de ma mère et de Randall? Toujours intact, techniquement. Mais j'ai appris par tante Florence qu'ils avaient déménagé. Ils avaient vendu la maison de Shaker Heights en décembre 2025 et s'étaient installés dans un logement plus petit, dans une autre banlieue, loin des gens qui connaissaient l'histoire. 3 semaines après Pâques, j'ai reçu un colis à mon appartement. Pas d'adresse de retour. Le cachet de la poste indiquait Beechwood, Ohio. C'était un journal. Relié en cuir, usé, le journal de mon père. Une note de Willowbrook Senior Living. Madame Harris. Nous avons trouvé ceci dans la chambre de votre père lors de notre grand nettoyage annuel. Il devait être caché derrière sa table de nuit. Nous avons pensé que vous le voudriez. Angela. Infirmière en chef. Unité de soins de la mémoire. J'ai ouvert le journal avec soin. La plupart des entrées dataient de 2017 à 2019, avant que la maladie ne prenne trop d'ampleur. Son écriture devenait de plus en plus tremblante au fil des pages. Les phrases sont devenues des fragments puis des mots épars. La dernière entrée était datée de mars 2019. Je sais que je ne m'en souviendrai plus demain. Le médecin dit que c'est comme ça que ça marche. Chaque jour, je perds un peu plus. Mais aujourd'hui, maintenant, dimanche 17 mars 2019, 14h, je veux écrire quelque chose pendant que je le peux encore. Brenda est la seule à venir. Connor dit qu'il est occupé. Tessa dit que les enfants ont des activités. Mais Brenda vient chaque semaine. Elle remplit mon pilulier, vérifie le frigo. S'assure que je n'ai pas laissé la cuisinière allumée. Elle pense que je ne remarque rien. Mais c'est le cas. Je le remarque. C'est ma bonne fille, la seule qui soit restée. Je ne m'en souviendrai pas demain, mais je voulais l'écrire aujourd'hui, pendant que je sais encore qui elle est, pendant que je sais encore qui je suis. Brenda, si tu lis ceci un jour, tu étais suffisante. Tu as toujours été suffisante. Je suis fière de toi. Papa. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai pleuré. De vraies larmes. Les premières vraies larmes que j'avais eues depuis l'intervention de Pâques. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de soulagement. Il savait. Mon père savait. Avant que la maladie ne prenne tout, il savait qui se présentait. Qui restait. Qui se souciait des autres. Et il l'a écrit. 2 mois plus tard, en juin 2025. J'ai organisé un brunch commémoratif pour mon père. Ce n'était pas un grand événement. Un petit rassemblement dans un restaurant de Beechwood. J'ai invité les personnes qui le connaissaient et qui sont venues. 5 membres du personnel de Willowbrook. Angela,
l'infirmière en chef. 2 aides-soignantes qui avaient travaillé dans l'aile des soins de la mémoire. Le directeur des activités. L'assistante sociale. Walt Peterson. Le meilleur ami de mon père qui travaillait à la poste. 81 ans, toujours vif comme l'éclair. Tante Florence et oncle Stanley. Pas de Connor. Pas de Tessa. Judith. Nous avons partagé des histoires. Walt m'a raconté la fois où mon père a marché 3 miles dans une tempête de neige pour livrer des cartes de Noël parce qu'il ne voulait pas que les gens pensent qu'ils avaient été oubliés. Angela m'a raconté comment mon père fredonnait des chansons de Johnny Cash même après avoir cessé de parler. Comment il souriait lorsque quelqu'un jouait Ring of Fire. Nous avons trinqué avec du café, car mon père ne buvait jamais d'alcool, et j'ai lu son journal à haute voix. Brenda est la seule à être venue, la seule à être restée. Angela s'est essuyé les yeux. Nous le savions tous, chérie. On le voyait chaque semaine. Après le brunch, j'ai conduit jusqu'au cimetière. Cimetière du Calvaire à Cleveland. La tombe de mon père avait une simple pierre tombale. Howard James Harris, 1953 à 2024, Père bien d'aimé. Je me suis agenouillé dans l'herbe, j'ai posé ma main sur la pierre. Je l'ai fait, papa. Ai-je dit à voix basse. Je leur ai montré. Ils ne s'en sont pas sortis. Le vent soufflait dans les arbres. Les oiseaux chantaient quelque part au loin. J'ai brisé le modèle. C'est mon héritage. Pas de l'argent. Pas de propriété. Juste le fait de savoir que je peux me défendre. Que je n'ai pas à accepter d'être traité comme si je ne comptais pas. Je me suis levé. J'ai brossé l'herbe sur mes genoux. Je t'aime, papa. J'espère que tu le savais. Même à la fin, quand tu ne savais plus qui j'étais, j'espère qu'une partie de toi l'a senti. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis rentré chez moi. La vie a avancé. Près d'1 an s'est écoulé depuis ce dimanche de Pâques. Je travaille toujours comme kinésithérapeute. Je vis toujours dans mon appartement à Cleveland. Je continue à voir mon thérapeute toutes les 2 semaines, non pas parce que je suis brisée, mais parce que la guérison est un processus actif, pas une destination. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les aidants de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Il s'avère que nous sommes nombreux. Des personnes qui ont consacré des années de leur vie à s'occuper d'une personne qui, un jour, ne se souviendra plus de son nom. Des personnes qui ont été considérées comme acquises par les familles qui sont venues pour les funérailles et l'héritage. Mais pas pour les années difficiles du milieu de la VIE. Je me suis fait des amis là-bas. De vrais amis. Des gens qui comprennent ce que signifie se montrer quand il est difficile de se montrer. Tante Florence et moi prenons un café tous les mois. L'oncle Stanley prend régulièrement de mes nouvelles. Ses conseils juridiques sur les questions de succession ont été inestimables, même si j'ai accepté le fait que je ne verrai probablement jamais rien de cet argent. Ce n'est pas grave. Je n'en ai pas besoin. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de ne plus être le bouc émissaire de la famille, la personne fiable. Celle qui pouvait être exploitée parce qu'elle était trop polie pour faire une scène. J'avais besoin de me tenir dans ce cercle de chaises et de refuser de m'excuser d'être la personne qui s'est réellement présentée. J'avais besoin de passer cet enregistrement et de les regarder se disperser comme des cafards quand les lumières s'allument. Connor m'envoie parfois des textos, généralement des textos d'ivrogne, tard dans la nuit. J'ai tout perdu à cause de toi. Tu es heureux maintenant. Tu as détruit cette famille. Je ne réponds pas. Mais je ne le bloque pas non plus. Je garde les textos en mémoire. Juste au cas où. Le mois dernier, Tessa a essayé de me demander d'être mon amie sur Facebook. J'ai refusé. Ma mère ne m'a pas contacté directement depuis le courriel d'excuses de juin. Mais j'ai entendu dire par Florence qu'elle demandait parfois de mes nouvelles. Comment va Brenda? Elle va bien? Florence lui répond. Elle va mieux que bien. Elle est libre. C'est la vérité. Je suis libre. Libérée de toute obligation envers des personnes qui ne m'appréciaient pas. Libérée de la culpabilité de ne pas être la fille qu'ils voulaient. Libérée de l'idée que je suis le problème. Je garde le journal de mon père sur mon étagère. À côté, il y a une photo encadrée du brunch commémoratif. Moi, Florence, Stanley, Walt et le personnel de Willowbrook. Nous sourions tous. Des gens qui sont venus, des gens qui se sont sentis concernés.
C'est ma famille maintenant. Pas les personnes qui partagent mon ADN. Pas les personnes qui se sont assises dans ce cercle de chaises et qui m'ont jugé. Mais les personnes qui sont restées. Qui ont écouté. Qui ont compris ce que signifie réellement le fait de se montrer. J'ai appris quelque chose ce dimanche de Pâques. Quelque chose que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt. La famille est celle qui se manifeste quand il est difficile de se manifester. Le reste n'est que biologie. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'éloigner des gens qui vous traitent comme si vous étiez jetable. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser de vous enflammer pour garder les autres au chaud. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite avec les affaires juridiques, l'enquête de Medicaid, la contestation du transfert d'actes, la faillite de Connor, les luttes de Tessa, les regrets de ma mère, si elle en a. Mais je sais ce qui m'attend. Je continue à vivre. Je continue à guérir. Je continue à me montrer aux gens qui se montrent à moi. J'y vais travailler. J'aide mes patients à réapprendre à marcher, à bouger, à retrouver des forces après une blessure ou une maladie. Il y a quelque chose de magnifique dans ce travail. Aider les gens à retrouver ce qu'ils pensaient avoir perdu. J'y fais la même chose pour moi-même. Je récupère, je reconstruis, je reprends ma vie aux personnes qui ont essayé de me faire croire que j'étais le problème. Je ne suis pas le problème. Je ne l'ai jamais été. J'étais la solution qu'ils considéraient comme acquise. Mais je ne suis plus la solution de personne. Je suis ma propre personne. Pleine de défauts, en voie de guérison, plus forte que je ne l'aurais cru possible. Et si vous lisez ceci, si une partie de mon histoire vous semble familière, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas égoïste. Vous n'avez pas tort de fixer des limites aux personnes qui exploitent votre gentillesse. Et la famille n'a pas le droit de vous faire du mal simplement parce que vous avez le même ADN. L'amour ne signifie pas accepter les mauvais traitements. La loyauté ne signifie pas sacrifier ta paix pour des personnes qui ne feraient pas la même chose pour toi. Tu mérites mieux. Tu mérites d'être valorisé, d'être respecté, d'être considéré comme plus qu'une ressource à épuiser. Et si vous devez vous éloigner pour retrouver votre dignité, éloignez-vous. Les personnes qui comptent comprendront. Les personnes qui ne comprennent pas, ils n'ont jamais été là en premier lieu. Je m'appelle Brenda Harris. J'ai 36 ans. J'ai payé 156 000 $ pour m'occuper de mon père, alors que ma famille n'a rien payé. Ils ont organisé une intervention pour faire de moi la méchante. Je leur ai fait écouter un enregistrement qui révélait la vérité. Et je suis partie. Je ne le regrette pas. Pas une seconde. Parce qu'il y a des ponts qu'on ne reconstruit pas. Et d'autres qu'on n'a jamais brûlés. Ils étaient déjà pourris dès le départ. Et si cette histoire vous a touché, vous n'êtes pas seul. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas que se choisir n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Alright. Well then, problem solved. Because this fish needs to be male, not go to the trapper. Ooh, I don't get money for it though? That's fine. That's fine, I guess. I need to plan better. I can't just fucking wing shit. Oh my god, Nick, you're almost to my second TikTok goal. Thank you so much. You're amazing. Well, at least it's not like lost is all I care about, to be honest. It's fine. I mean, Arthur's not really hurting for cash, so I'm not going to worry about it too much. Is anybody home? No one's home. Got anything hiding in here? Ooh. What is this? Anberg, river, rocks, or something near that right.
Elysian Pool, 20 steps north and 5 steps east. Interesting. Could be a treasure. Nick, if that's a spoiler for what my prize is gonna be, I'm gonna be mad. Alright, what else we got? Alright. That was worth. Let me go explore stuff. Don't just tell me outright. Okay, let's see. Ansburg, Elysian Pool. Like right here. Okay. Sweet! I got that all taken care of. Been meaning to do that for a minute. You're a real nuisance. I'm just riding my fucking horse. Oh, look, they're building something. No, I'm not pissed. It takes a lot for me to get legitimately mad. Hello there, and welcome. Hello, buddy. What's to say? You've got a nasty rash on your face. Do you have a bounty? Liberty is worth every penny. Hi, Lemmy Winks. How are you? Welcome in. See you later. See you later, buddy. That's not my horse. That's my horse. Ready to unload? Unload what? I cautiously ask. Unload what? From your day? Okay, well that's gross. Don't do that. That's fucking nasty, bro. Nobody wants that. Alright. Dude, this storm is nasty. Really, bro? Really? Really? How do I do shit on this fucking... Hold on. Let me see something. Hang on. Sorry, chat. I'm trying to ban someone. No, I've got a sick fuck in my Twitch chat or TikTok chat. Hold on. Yeah, I gotta ban you, bro. That's fucking gross. Get the fuck out. Don't. You literally just said gross shit in my chat. Don't hurt you? Me banning me is gonna hurt your feelings? Good. TikTok.
and I don't have you guys on my as mods. Usually shit doesn't ever happen over there. Hold on. Sorry guys over on Twitch. Hold on. Oh, stop talking. Hello. Oh, cool. And it doesn't think I'm live. Let's see. There we go. Oh! Let's see. Oh, that's great. I'm just gonna end the live then. Yeah, I just ended TikTok live. I'm not dealing with that shit. Sorry, I literally just had someone emulate that they were ejaculating over on TikTok. To me. I feel very violated and gross. So I just ended the live over there. And sorry, I'm a little shaken up. That's a little weird for me. That's too much for me, bro. That's right. That's... Sorry. Now that I'm sitting with it, that really fucked me up. I'll be fine. I just have to get over it. The shit you constantly deal with when you mod YouTube. Yeah, bro. I'm just trying to get to that damn pool. Okay. Anyways, can someone do lizard for me? That'd be great. Thank you. Oh. Thanks, you guys. Way to kill the fucking vibe, bro. Okay. Any hoodle. Yeah, I need to figure out how to mod Thank you. Thank you. You can run Arthur into a tree and you won't judge? Oh. I rarely have anybody ever in on TikTok, so I don't think about it. Like, at most I usually have... Oh, it's way down there. At most I usually will have, like, Nick or my moots that I have over there or random people that are kind. And I've never had that even come close to happening before, so it was just really